is now all over the world. Paris, Saint-Tropez. Vincent Rabat, venez me rejoindre. Directeur des opérations chez Amerson France. Bonjour. Vous aussi, vous avez quelques slides. Vous allez pouvoir nous parler un peu. Vous êtes très centré sur les centres-villes, hein, notamment à Amerson. Vous n'avez pas votre langue dans la poche, donc je sais que vous avez des choses à dire. Vous m'aviez dit des choses intéressantes sur vos petits copains. On les citera pas, hein, mais sur vos petits copains qui sont plus en périphérie. Et vous pensez que c'est plus sur des projets de centre-ville que les centres commerciaux peuvent apporter quelque chose et peuvent évidemment participer, hein, à ces vastes visions cohérentes de la ville. Aujourd'hui, allez, on fait défiler des slides si l'on veut bien. Vous pouvez le faire avec le petit pointeur, Vincent, si vous voulez. Peut-être quelques mots pour nous rappeler ce qu'est Amerson. Donc on l'a dit, britannique, hein, les Anglais très forts en la matière, mais vous êtes aussi beaucoup en France. Alors tout à fait. En fait, dans l'exposé de ma présentation, je ferai une petite introduction sur Amerson et ça nous permettra d'aborder le sujet en même temps. Ouais. En fait, porté par les images qu'on a pu voir tout à l'heure de villes exceptionnelles comme Shanghai ou Pékin, etc., et de réalisations monumentales, de prouesses architecturales même dans certains cas, on peut très facilement se dire qu'un centre commercial de dernière génération, c'est forcément une création de quelque chose qu'on n'a pas encore vu, quelque chose qu'on n'a pas imaginé, une réalisation, une invention exceptionnelle. En fait, nous, on a une vision beaucoup plus modeste de la chose, puisqu'on pense que tous les ingrédients pour réaliser un centre de dernière génération sont réunis aujourd'hui et à disposition. Il suffit d'en faire bonne œuvre. Et ces ingrédients-là sont de trois caractéristiques. Déjà, il faut que le centre commercial qui soit imaginé soit porté par une vision structurante c'est ce qu'on disait, du territoire et une vision pérenne qui s'inscrit dans le temps, donc portée par des élus, et qu'elle ne soit pas seulement à un niveau micro, c'est-à-dire on parlait de projets, de prouesses architecturales isolées, mais plutôt qu'elle soit intégrée dans un ensemble avec une vue qui soit la plus macro possible, si possible au niveau des bassins d'emploi. Alors on parle de réglementation au niveau des communautés d'agglomération. Dans certains cas, c'est peut-être pas suffisant. Il faut peut-être aller plus loin. Donc ça, c'est la première caractéristique qui nous paraît fondamentale. Alors ça peut être une vision d'une structuration, d'une création, mais ça peut être aussi une vision d'une restructuration qui va donner lieu effectivement à ce centre commercial de dernière génération. Alors il faut tout ça quand même, Vincent, que ce soit en adéquation, on est d'accord, c'est ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est là où on est vraiment peut-être dans la nouvelle génération, avec les désirs d'aujourd'hui, bien évidemment, les nouvelles technologies, les services, la praticité, etc. Pour les centres commerciaux. Alors vous précédez mon propos, c'est effectivement le troisième point, mais j'en avais un deuxième avant. On pense aussi que pour faire un centre de nouvelle génération ou refaire un centre et le transformer en dernière génération, il faut aussi que le centre soit ouvert sur la ville, en partage avec cette ville. Et d'ailleurs, c'est des éléments qui ont été mentionnés par les différents orateurs précédents. Mais il nous paraît essentiel de concevoir ou de reconcevoir ces centres dans la mixité des usages, dans la synergie avec l'existant, dans l'intégration et le partage avec le patrimoine existant, même si il est historique, et je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Et enfin, effectivement, pour faire un centre de dernière génération, il faut effectivement faire un centre qui soit à la fois adapté, mais aussi adaptable. C'est ce que vous disiez, on a affaire aujourd'hui à un consommateur qui est de plus en plus ouvert sur le monde, même s'il ne se déplace pas par la petite fenêtre d'Internet. En fait, il a une possibilité de voir tout ce qui existe dans le monde. Et cette possibilité, en fait, lui donne des envies. C'est un peu comme à l'invention de la publicité. Il y avait des choses auxquelles on n'avait pas pensé. À partir du moment où la publicité l'amenait sur la petite fenêtre de la télévision, on commençait à avoir des besoins qu'on n'avait pas forcément avant. Et aujourd'hui, on a un consommateur qui est à la fois extrêmement exigeant, demandeur de nouveaux services, d'une nouvelle offre, mais aussi qui est frivole et qui change au gré de l'évolution en fait de la technologie, on va dire de l'arrivée de nouveaux éléments sur la toile, qui lui donne systématiquement une sensation en fait de régénération permanente. Qu'on se doit d'arriver à reproduire effectivement dans un centre. Donc voilà les trois ingrédients qui me paraissent assez fondamentaux pour arriver à faire un centre de dernière génération. Juste avant, on va voir, mais on les passera plus rapidement après, les présentations sur Amerson. Et
Bah voilà, où on peut Alors, commencer, si vous voulez, ici, maintenant, voilà, et puis exactement. après, Alors, vous pour nous- revenir vous à nous- Merson, Ouais. nous sommes une foncière britannique On l'a dit. Ouais. implantée principalement en France et en Angleterre. Nous n'avons pas d'implantation donc, dans des pays comme la Chine où on pourrait aller réaliser ces prouesses architecturales. Donc, nous sommes contraints par les problématiques de tous les gens qui nous entourent aujourd'hui, et qui sont des problématiques bien européennes. Et effectivement, dans le cadre des réalisations et de ce savoir-faire qu'on a exprimé au travers de ces trois caractéristiques, Emerson a pu réaliser des centres commerciaux assez exceptionnels parce que, et qu'on pourrait justement qualifier de dernière génération, parce qu'ils rassemblent ces trois éléments fondamentaux dont je viens de parler. Un de ces exemples-là, c'est Bullring à Birmingham, donc deuxième ville d'Angleterre, il faut le rappeler. Pas la plus belle. On avait un centre historique qui était complètement coupé en fait des flux de circulation douce, entre autres de la gare, qui était une zone à part, on va dire, et qui était marquée aussi par une rupture avec une déclivité de terrain entre cette gare et ce centre historique. Et Emerson a réalisé un centre commercial qui assure dans une ouverture sur la ville complètement transparente et intégrale, cette transition entre le centre-ville et la gare. Alors allons-y pour faire défiler un petit peu les réalisations, parce qu'il y en a quelques-unes. Alors voilà, donc voilà, Terrasse du là, les Port, Docks de autre Marseille, exemple, on en donc, a qui est en parlé hier. construction. Et Alors, ça, c'est vous qui le faites. C'est assez effectivement, extraordinaire. donc c'est le symbole de la réouverture ou de l'ouverture sur la mer de Marseille. Marseille qui imite les autres villes du bassin méditerranéen comme Valence, Barcelone ou Gênes qui, étant historiquement tournées vers l'intérieur, se sont réouverts dans les années 80-90 vers leur rive, la façade maritime. C'est ce que fait Marseille aujourd'hui, et le Terrasse du Port est la symbolique de ça, puisque ce sera le premier centre commercial en Europe disposant d'une façade sur la mer 240 mètres de long, accessible à tous les clients du centre. On en parlait hier avec notre ami Boutini sur les docks à Marseille. Effectivement, on est bien sur la même problématique avec l'atrium en hauteur. Enfin voilà, des choses très 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 belles. Et on est là aussi dans cette poursuite en quelque sorte. Alors, il y aura de la place pour les commerçants marseillais au niveau de la commercialisation. Alors bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, une des caractéristiques importantes, c'est de créer un centre commercial qui soit en harmonie avec l'existant. L'existant, c'est déjà un centre-ville fort à Marseille, comme dans d'autres villes. On n'est pas là pour détruire l'existant, mais on est plutôt là pour créer une extension de l'existant et apporter justement cette offre auquel le consommateur n'aura pas accès aujourd'hui et qui soit complémentaire de l'offre existante actuellement au centre-ville. Donc il n'y aura pas que des grandes enseignes, c'est ça? Il n'y aura pas que des grandes enseignes, il y a des opérateurs locaux, des indépendants, des franchisés, et effectivement. Alors allons-y sur la suite. Alors, on a parlé de gros projets de grosses villes, Paris, Marseille, Birmingham, Lyon, Liverpool, etc. Cette création ou restructuration de centres commerciaux de nouvelle génération, pour nous, n'est pas limitée à des agglomérations de grande taille. En fait, elle peut aussi se décliner dans des agglomérations plus modestes, plus moyennes. J'ai pris l'exemple de Beauvais pour illustrer le propos, où effectivement on a réalisé avec la ville, donc dans une vision urbanistique globale, la création d'un petit centre commercial de centre-ville qui s'intègre complètement au parcours marchand. Alors peut-être avec le 4 sur le côté, on ne le voit pas bien, mais ça, c'est le centre-ville de Beauvais. Et le chiffre 4, c'est là où va se situer le centre commercial. Donc, on est en plein cœur de ville. Ouais. On est sur des dimensions qui sont très modestes, avec un centre commercial donc, qui n'existait pas, puisqu'il n'y avait pas de centre commercial au centre-ville de Beauvais. Je rappelle que le bassin d'emploi de Beauvais, son agglomération, représente 235 000 habitants, donc absence de centre commercial en centre-ville. Et on crée un produit modeste, mais qui va être suffisamment attractif, intégré, et dynamique pour les habitants et qui est fortement attendu. Alors on voit ce que je disais, cette ouverture sur la ville avec une facette urbaine importante. On a aussi des logements sociaux donc, qui vont être construits sur une partie du centre commercial, donc on parlait de mixité d'usage. Et
une atmosphère ouverte, donc on parlait de lumière tout à l'heure, donc très lumineuse, qui s'inscrit comme une continuité du centre commercial, au propre comme au figuré, puisque on va aussi assurer une continuité du centre commercial dans la synergie entre les enseignes qu'on va amener et celles qui sont existantes dans le centre commercial, puisqu'on s'est engagé avec la mairie à ne pas solliciter ou déplacer ou transférer quelconque opérateur déjà présent en centre-ville en direction du centre commercial, de manière à là apporter une offre qui soit juste complémentaire et non redondante. Il n'y a pas déshabiller l'un pour Voilà. l'autre alors. Et alors en fait, on parlait aussi d'œuvres intégrées et valorisantes. On a eu, quand on a commencé à construire les fondations de centres commerciaux qui se trouvent à un emplacement d'un ancien parking, donc qui ne représentait en soi aucune attractivité et aucun point fort urbain, à part le simple fait d'aller mettre des voitures sur un espace mazouté. On a découvert des vestiges gallo-romains qui en fait sont préservés et vont être intégrés au centre commercial dans un parcours qui du coup va devenir à la fois vertueux, éducatif. C'est cher, ça prend du temps. Alors effectivement, la problématique de tout ça, c'est que plus on est dans un environnement contraint et on cherche à respecter ces caractéristiques d'importance dont je viens de parler, plus le coût et potentiellement les nuisances sont élevés. On parlait tout à l'heure du mauvais accueil qui avait été réservé à l'idée de piétoniser le centre-ville de Rouen dans les années 70 quand ça a été imaginé. Et effectivement, lorsqu'on intervient en centre-ville dans un endroit dense, on n'est pas toujours, on nous réserve pas toujours le meilleur accueil. Maintenant, il est vrai que, in fine, ces démarches-là sont beaucoup plus vertueuses qu'elles peuvent l'être quand qu'elles ne paraissent. Et quand elles se situent en périphérie des villes, où là, pour le coup, il n'y a pas de nuisance pour les utilisateurs, mais on n'a pas cette dynamique positive dont je viens de parler. Justement, Vincent Rava, je le disais tout à l'heure, vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Et la meilleure façon d'être écolo pour un centre commercial, c'est pas tellement les normes. Enfin, il y a effectivement toutes les normes énergétiques aujourd'hui qui sont très importantes, mais c'est d'être en fait directement en centre-ville. Pour vous, c'est ça qui est le plus écologique, parce qu'on est dans la densité, on n'est pas dans l'étalement et on n'est pas dans les centres commerciaux de périphérie. Et pour vous, vous me disiez en des termes assez durs que les centres commerciaux de périphérie ne remplissent pas en quelque sorte, c'est malgré un discours de façade, des performances énergétiques très fortes, ne remplissent pas cette condition de vertu écologique toujours plus grande, toujours plus demandée aujourd'hui par les pouvoirs publics et par l'opinion publique. Oui, effectivement, il y a un discours d'hypocrisie ambiante assez généralisé aujourd'hui, puisque la question environnementale est incontournable, qui est celle de dire je construis vert. Quand vous partez d'un champ et que vous rajoutez du béton, c'est forcément moins vert que ce qu'il y avait avant. Par contre, reconstruire la ville sur elle-même, en particulier sur des endroits contraints qui sont, dans certains cas, devenus des friches commerciales, industrielles, administratives ou autres, etc., en y intégrant des technologies qui peuvent être effectivement durables. Rien n'empêche d'installer des panneaux solaires sur un bâtiment construit en centre-ville ou d'y intégrer des façades végétalisées. Mais effectivement, nous, on dénonce un peu cette cabale qu'on appelle en Angleterre le greenwashing, c'est-à-dire rajouter du langage vert dans le discours de manière à plaire. Et on le voit dans les centres commerciaux de périphérie pour vous, alors si je comprends. En fait, effectivement, une des problématiques, on l'a vu avec l'illustration de Pascal Madry tout à l'heure, on arrive à une certaine forme de saturation dans les pays développés en termes d'équipement commercial. Il y a une saturation et il y a une certaine lassitude aussi du consommateur. Aujourd'hui, il faut se réinventer. Pour se réinventer, il faut des moyens. Modifier un bâtiment, c'est plus difficile que créer une page Internet. Pour aller modifier un bâtiment et pour mettre à disposition ces moyens, il faut effectivement qu'il y ait de la possibilité de création de valeur. Et pour la création de valeur, si on a asséché par la construction de mètres carrés peu vertueux
et du coup peu vert en périphérie, en périphérie très éloignée, c'est-à-dire là où la ville n'a pas encore posé son empreinte, c'est-à-dire qu'on met le commerce avant la ville, mais pour des questions de financement des collectivités. On assèche une partie une partie où tout le potentiel commercial résiduel existant, et on empêche aux opérateurs existants d'avoir les moyens, et voire aux collectivités, d'avoir les moyens de se régénérer. Et c'est un désastre auquel il ne faut absolument pas arriver. Bien heureusement, il y a pas mal d'élus qui ont pris conscience en fait, de ces problématiques-là, qui ont aujourd'hui une vision de leur territoire qui est beaucoup plus structurée et qui s'inscrivent dans ces dynamiques en cherchant à effectivement reconsolider, restructurer leur patrimoine de manière plus vertueuse. Et c'est l'exemple qu'on a vu avec la ville de Beauvais. Et ne pas donc en quelque sorte céder pour pas cher du foncier en très grande périphérie, ce qui leur permet de financer par ailleurs leur palais des congrès, etc. Si je vous comprends bien, par exemple. Voilà, c'est un exemple. Bon, merci à vous Vincent Rava. Je vous propose que nous l'applaudissions. Regagnez votre place.